Qu'est-ce que vous voulez dire « il est de retour » ? Et ben voilà. Après 2 millions de Français, je suis moi aussi allé voir Kaamelott premier volet. Quelle histoire! Attendue depuis tellement longtemps, depuis la fin de la série pour ceux qui avaient suivi la série. Et nous voici en 2021, enfin avec le premier volet sorti au cinéma. Un mythe! On pensait jamais que ça allait arriver. Enfin, en tout cas les autres. Parce que ça va être mon premier point. Pour apprécier le film, il faut d'abord que j'explique un peu mon point de vue sur la série, qui a fortement guidé mon appréciation du film. Alors, grosso modo, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller plus loin ni de se prendre la tête avec ce que j'en pense, mon avis sur le film... bof. Allez, au revoir. Ah, t'es encore là? Alors, qu'est-ce qui pour moi ne va pas? Déjà, pour parler du film et de ce que j'en pense, il faut vraiment que je fasse un petit crochet sur ce que j'ai pensé de la série. Ce que je reproche au film, c'est principalement son écriture, et notamment l'écriture de ses personnages, et notamment, mon souci principal avec le film, l'écriture du personnage d'Arthur. J'arrive pas à embarquer dans cette histoire parce que le personnage principal, Arthur Pendragon, souffre d'une identité qui était déjà la même dans les épisodes de la série, et qui là est reproduite à l'identique, ce qui me fait avoir un immense problème. Déjà, mon avis global sur la série, c'est que la série était bien. Sans plus. Pas de... J'ai bien aimé la série, mais entre les fans absolus qui trouvent que ouah, c'est du génie, blablabla, et ceux à côté qui n'ont absolument rien à foutre et qui n'ont jamais voulu regarder un seul épisode parce que l'humour leur parle pas, ou bref, parce que tout un tas de trucs, et ben moi, je me retrouve au milieu à dire j'ai bien aimé la série, que j'ai vue pour la première fois il y a 1 an, donc ma connaissance de Kaamelott est vraiment très très récente. J'ai commencé à binge-watcher la série juste avant le premier confinement, c'est-à-dire l'an dernier, en mars. Donc c'est tout neuf. Du coup, j'ai attendu le film évidemment beaucoup moins longtemps que les fans de Kaamelott qui attendent ça depuis à peu près 15 ans, même 20 ans je crois. Bref, peut-être pas 20 ans. Mais donc mon avis sur la série était tout frais, et j'étais très hypé, très impatient de voir la suite, en film, puisque même si j'ai des reproches sur la série, il n'empêche que le fil narratif qui a commencé à se tisser à partir du livre 5 était vraiment très très bien écrit, et le livre 6 est pour moi l'apothéose. Je pense même que le livre 6 est mon livre préféré, ma saison préférée de Kaamelott. Parce que terminer un arc narratif, une narration, en racontant la genèse, c'est extrêmement difficile à faire parce qu'il y a des tas de trucs à prendre en compte, il faut pas trop se mélanger, il faut vraiment aller quelque part et apporter une conclusion en parlant du début, c'est la manière la plus appropriée que certains projets puissent avoir. En tout cas, j'ai trouvé qu'avec Kaamelott, ça lui donnait encore une autre aura. On était habitué au paysage de l'île de Bretagne, de la forteresse de Kaamelott en elle-même, et là, de terminer là-dessus, ça donnait à la série une aura un peu plus épique. Et même si ça n'empêchait jamais le comique, là, il y avait un propos un peu plus dur, et le personnage d'Arthur me semblait, en tout cas son caractère, me semblait plus justifié. Un de mes principaux problèmes avec la série, c'est donc le personnage d'Arthur, qui pour moi, j'ai l'impression d'être le seul à penser ça, mais j'ai du mal à rentrer dans une histoire où le personnage est réticent. Tout au long de la série, Arthur en a marre, et il fait tout à reculons, il fait tout le temps la gueule. Dès que se présente une occasion de bâcher quelqu'un, il le fait. Alors dans la série, c'est un peu plus justifié, et puis même si ça donne lieu à des sketchs et que c'est plutôt drôle, ça va. Mais plus l'histoire grandit, plus l'histoire dépasse le caractère des personnages, plus c'est dommageable d'être aussi étriqué d'esprit et avoir toujours le même caractère qui ne bouge pas. D'autant que, alors là je vais arriver au film dans 2 secondes, mais pour parler vite fait de la fin de la série, spoiler, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommanderais d'éviter d'écouter ce qui se passe, mais à la fin de la série,
on retrouve on retrouve Arthur, qui a survécu à son suicide grâce à Lancelot. Et il est aussi dépité qu'avant de se suicider. Bon, il a pas envie de guérir, ok, il mange pas, il se nourrit pas, bref, peu importe. Vous avez vu le dernier épisode. Mais on chope le personnage comme ça. Et à la fin de l'épisode, Lancelot devient roi, ça devient le chaos, et donc il finit par se résigner à s'échapper. Il va se cacher de son propre chef. Et on le voit même à la fin de l'épisode reprendre un peu confiance, se remettre en forme, escrimer avec un bout de bois, et puis donc on sent qu'il se remet à prendre du service et à revivre. C'est comme une renaissance pour Arthur. Et avec la phrase de fin, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est fait un truc genre Arthur redeviendra un héros ou redeviendra un roi, un truc comme ça. Ce qui laisse clairement entendre que Arthur va reprendre du poil de la bête et va reprendre les rênes de son destin et les rênes de Camelot, quoi, qui va redevenir un héros concrètement. Quand on le voit apparaître dans le film, il se remet à refuser tout en bloc. Non, mais ça m'intéresse pas. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre. Ah non, mais là, la situation, j'en ai rien à branler. Je suis le seul à avoir un problème avec ça. Avoir un problème avec un personnage qui... Encore si c'était un personnage secondaire, ou si c'était le début d'une histoire, pourquoi pas? Si c'était un personnage lambda, c'est le but du parcours du héros. Dans la mythologie du parcours du héros, et bah, le héros en question, bah, au début, il fait du refus d'obstacle, il comprend pas pourquoi on s'intéresse à lui, il refuse sa destinée parce qu'il a peur de l'inconnu, du poids de la responsabilité, donc là, ça peut se comprendre. Mais là, purée, le mec a été roi, il est passé par tout un tas de trucs, tout un tas de questionnements, la série s'est finie sur lui en train de lui-même se remonter vers le haut, de remonter à la surface, et rien de plus. Voilà, je suis revenu au point de départ, non, j'ai pas envie, moi je suis dans mon coin, je suis poursuivi par des chasseurs de primes et des maîtres d'esclaves, mais moi ça me va. Enfin, je m'en fous, j'ai pas envie de refaire quoi que ce soit. Oh, bordel, j'arrive pas à rentrer dans ce film. Enfin si, cela dit, je suis à peu près rentré dans le film, parce que pour moi, les 15 premières minutes, donc la scène d'exposition, qui dure 10 ou 15 minutes, pour moi, était très très bien foutue. C'était vraiment très très cool. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun des personnages habituels de la série. On commence la série avec les personnages de Guillaume Gallienne, de Clovis Cornillac, donc tout ça c'est très bien écrit, c'est très bien mis en image. Parmi les points positifs que je trouve au film, parce qu'il y en a, je suis pas là à dire que c'est une sombre merde, au contraire, moi je serais pas fermé à l'idée de le revoir, parce que en soi c'est assez divertissant, mais notamment la première grosse scène d'exposition est bien mise en image, la situation globale de l'histoire, le contexte est bien installé, on comprend quels sont les enjeux, notamment vis-à-vis de Lancelot et de son gouvernement, qui comporte le roi Lot, Père Blaise et le jurisconsulte. Donc tout ça, c'est des personnages qu'on retrouve sans trop de lourdeur, avant de retrouver d'autres personnages, je vais y venir rapidos. Mais donc tout ça, ça se fait plutôt bien. En plus, les décors sont super bien choisis. On est à la mer. On est la forteresse de Camelot, la salle de conseil de Lancelot, où il fait ses réunions. Elle est très très cool. Le décor est très bien parce que du coup, on est plus du tout dans la série avec des salles assez fermées et un peu étriquées. Là, on est vraiment c'est une salle qui est très très haute de plafond. Alors, il n'est pas cadré, mais la façon dont c'est filmé. Une grande table, la rangée de personnages, tout ça, c'est très très bien montré. Il y a vraiment... là, il y a un peu d'ampleur. Et les dialogues, même s'ils restent à moitié comiques, l'exposition est suffisamment bien faite. Donc là, moi, je suis bien rentré dans le film. J'ai commencé à lâcher prise au moment où j'ai vu que le personnage d'Arthur était exactement le même que pendant la série. Comme s'il n'y avait pas eu de fin de série. Et voilà. C'est-à-dire que pendant toute la première partie du film, il va faire du refus d'obstacle systématique. Donc moi déjà ça m'emmerde. Comment je peux suivre le héros du film s'il refuse basiquement d'être un héros?
sans écouter. C'est même encore pire parce qu'il connaît la situation, et quand les gens viennent lui réclamer son aide, là il est en refus, pareil. Au début du film, quand on le récupère, il est esclave. Il travaille chez un maître d'esclaves, je sais plus où exactement, mais on le récupère dans cette situation. Déjà, moi j'ai un petit souci. Genre, ça servait à quoi de se remettre en forme à la fin de la série si c'est pour finir chez un esclave, chez un maître d'esclaves? Mais pourquoi pas? Après tout, tant qu'on retrouve Arthur et qu'on découvre vite son but dans l'histoire, d'accord. En fait, j'ai l'impression que Arthur dans Kaamelott premier volet, c'est un peu comme le personnage de Luke Skywalker dans la dernière trilogie cinématographique. Tout le monde est à sa recherche et lui n'a pas envie de participer à l'histoire. C'est la même chose. Sauf que le traitement de Luke dans Star Wars, dans la dernière trilogie sortie, était déjà catastrophique. Ça sert à rien de faire du refus d'obstacle juste pour faire du refus d'obstacle. Mais là, c'est à peu près pareil. Je veux dire, ça servait à quoi de... Autant te laisser mourir et capturer par les soldats de Lancelot à la fin de la série. À quoi ça servait de finir par s'échapper? Juste parce que Vennec t'a dit « Ouais, il faut vous barrer. » Donc, ok, tu te barres. Bah non. Donc, ouais, petit souci déjà. Hein. Évidemment, Arthur va finir par avoir un déclic qui va le faire rentrer dans l'histoire. Mais c'est quoi son putain de déclic? À moins que j'ai vraiment pas compris, mais sincèrement, je pense que le déclic, il l'a, je pense que c'est à peu près clair, il l'a dans cette scène où il rejoint Bohort et ses pseudo-chevaliers à sa pseudo-table ronde dans la forêt, enneigée. Il arrive, il voit ce décor, il voit les personnages, il voit la table ronde comme ça, et il dit non, commencez pas, on le voit dans la bande-annonce, commencez pas à m'appeler sire, ça sert à rien, je suis plus là-dedans. Il dit clairement, il voit qu'il y a des personnages, il voit qu'il y a des gens motivés, il voit une table ronde faite avec les moyens du bord, mais là, même là, non. Non, merci. Non, attends, tu veux parler? Là, ça m'emmerde, j'ai pas envie de savoir. Et pendant la scène, il finit par se poser à faire la table ronde, comme il faisait dans le livre 5, pour que personne ne soit dans un angle. Bon, ok, balance, c'est quoi le plan? Pourquoi? Comment ça se fait? D'où ça vient? Il est arrivé sur ce décor, il a vu la table ronde, il a dit non. Il s'est juste posé, il a dit c'est du bon bois finalement. Ok, balance, on fait partie de la résistance, alors qu'est-ce qui se passe? Si je comprends pas les motivations du personnage principal, je peux pas rentrer dans l'histoire. C'est flou de A à Z, le personnage d'Arthur est ultra mystérieux. Et c'est pas possible. Un antagoniste peut être un peu mystérieux, et encore. Même les enjeux du bad guy, il faut les comprendre. Sinon, une histoire peut être motivée par rien. Donc tu peux pas être en empathie et en tension pendant le film pour les enjeux, si tu comprends pas clairement ce qui motive le personnage. Et ce mystère, il est d'autant plus renforcé que le film est entrecoupé de phases, de flashbacks, qui nous éclairent un peu sur le passé d'Arthur ou sur une phase spécifique de sa vie. Sauf que là, encore une fois, sans dévoiler clairement de quoi il s'agit, on a régulièrement alors des flashbacks sur une période spécifique de sa vie quand il était enfant, voilà, j'en dis pas plus, et quand il était apprenti soldat dans l'armée romaine, qui d'ailleurs n'est pas à Rome, et ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal de déplacer ce cadre, donc c'est un lieu complètement différent. Mais il parle à peine, et la pertinence de montrer cette phase de sa vie en parallèle avec le présent, c'est random et je vois pas bien le rapport. C'est très casse-gueule hein, d'intégrer des flashbacks à une histoire, hein, dans un récit, dans une narration. C'est tout le principe de Lost, dans la série pour ceux qui l'ont vu. Grosso modo, chaque épisode était centré sur un personnage dont on voyait les flashbacks à intervalles plus ou moins réguliers pendant l'épisode. Mais là, pareil,
j'adore la série, évidemment, notamment pour ce procédé narratif qui était assez stylé, mais c'est vrai que souvent, la pertinence du flashback en question, et les moments où ça arrive dans le montage, ça doit être choisi aussi. Tout ça, ça fait partie du film narratif. Ça, tu peux pas mettre un extrait comme ça n'importe quand, un flashback comme ça au moment où tu veux. Ça se décide pas comme ça. Je suis désolé, moi, dans Kaamelott, les flashbacks arrivent à des moments un peu random et sans transition réellement particulière. Enfin, c'est juste du cut. Puis tu vois la scène du flashback et tu te dis, ok, mais quel rapport avec le présent ? Ces flashbacks développent son interaction quand il était enfant avec un personnage. Pour rester dans le flou. Une relation qui, visiblement, avait l'air d'être importante, et si Astier veut qu'on la voie, c'est que ça a eu un impact. Mais lequel ? Il y a quasiment jamais de dialogue. Lui, il parle à peine dans ses flashbacks. La plupart de ses camarades romains parlent plus que lui. Il y a même une scène où il parle pour lui. Astier, c'est toi le personnage principal. Arthur, c'est lui le personnage principal. Si on le comprend pas, s'il y a trop de mystère, on peut pas embarquer dans l'histoire. Pour moi, il est là le point faible majeur du film Kaamelott premier volet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune envergure, il n'y a pas de réel enjeu narratif. C'est juste retrouver les personnages et la suite de l'histoire dans un cadre plus large, dans des décors plus larges, avec plus de personnages. Ça, pour le coup, ça fait partie des bons points du film. Les nouveaux personnages sont bien joués. Là, dans ceux qui me passent par la tête, il y a Clovis Cornillac, il y a Guillaume Gallienne, il y a Sting aussi, dont le personnage est un peu plus parlant que ce que je pensais. Je pensais qu'il allait faire une courte apparition, mais qui passe très bien dans le film, hein, évidemment, qui joue bien son rôle. Mais donc eux en soi sont bien, mais déjà leur intégration au récit est super hasardeuse. C'est-à-dire que ces nouveaux personnages là que je viens de citer, à part Sting, mais tous les personnages, genre Clovis Cornillac, n'est là que pendant le début, et on le revoit jamais après. Donc même l'intégration de nouveaux personnages, elle est pas tenue jusqu'au bout. Les personnages ont une utilité vraiment réduite à certains moments du récit. Bon là, je vais commencer à parler un petit peu de ce qu'il y a concrètement dans le film, et essayer de partir un petit peu dans des spoilers. Mais en gros, Clovis Cornillac, son unique rôle, c'est de nous réintroduire au personnage d'Arthur, puisqu'il part à sa recherche et il le retrouve. Le but du personnage de Guillaume Gallienne, c'est d'apporter une dynamique à cette recherche. C'est-à-dire que lui, il recherche concrètement Arthur, il arrête des bateaux, il demande à des gens, et vraiment, c'est lui qui lance le film. Et même le personnage... Et alors, le pire cas de figure, c'est le personnage joué par Sylvain Quimen, alias Gunther Love, qui fait partie des Hernadettes que je connaissais depuis quelques années. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, peut-être qu'il regarde cette vidéo. Et tu es nickel, hein. Sylvain, enfin, tous les acteurs sont bons, même ce personnage joué par Sylvain Quimen est très bon. C'est le personnage qui nous réintroduit à Guenièvre. Il y a eu il y a un moment donné dans l'histoire, il se passe un truc brusque, une petite scène brusque, furtive, et cette scène, elle est juste là pour que Arthur puisse repartir vers Guenièvre. Et une fois que la scène est lancée et que le script repart dans cette direction d'aller récupérer Guenièvre, et ben le personnage de Sylvain Quimen, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, désolé, mais ce personnage s'en va. Enfin, il s'en va pas physiquement, mais il disparaît de l'histoire. 10 minutes, un quart d'heure, et au bout d'un quart d'heure, on le revoit plus. Le personnage de Guillaume Gallienne, une fois qu'il a fait son truc, il disparaît du film. Une fois qu'il a livré Arthur au duc d'Aquitaine, Clovis Cornillac,
Je sais plus à quel moment il disparaît du film, mais voilà, quoi. Enfin, il part chercher Arthur, et après une scène d'action, disparition. Et il y en a d'autres hein, dans ce cas, mais bon voilà, ils ont été tellement furtifs que du coup, ils me sont même pas, ils me restent pas gravés dans le cerveau. Et même quand c'est pas l'introduction de nouveaux personnages, ce film, par moments, c'est vraiment une succession de scènes plus que un film tenu par un enjeu majeur et le développement d'un personnage. On va retrouver, un peu en mode fanservice, Perceval, Caradoc. Quand j'ai appris, avant de mater la série, que Alexandre Astier voulait continuer la saga de Kaamelott, mais au cinéma, donc avec des films, je m'étais dit, il va avoir du boulot. Parce que adapter une série, enfin, c'est même pas adapter, c'est continuer une série, mais dans un autre format, un format cinématographique, c'est extrêmement casse-gueule, parce que, est-ce que les gens qui n'ont pas vu la série vont pouvoir aller voir le film? Est-ce que... Pour moi, je pense que ça n'en a pas. Ça n'a pas d'intérêt de voir les films si t'as pas vu la série d'abord. Mais j'avais quand même confiance à l'annonce des films, parce que je m'étais dit, bon, Alexandre Astier, c'est un bon auteur, en soi, et même si je reproche des choses concernant les caractères des personnages et le côté un peu lourdingue parfois de l'humour, même si évidemment la série a réservé énormément de moments drôles, l'humour, je le trouve un peu poussif, et c'est toujours le même. Donc au bout d'un moment, je me suis souvent fait chier pendant la série. Même si j'ai ri, pour tous les moments où j'ai ri, il y a eu des moments où je regardais le truc passer, quoi. Mais donc, passer de ce format-là à un format de film, avec une histoire beaucoup plus ample, beaucoup plus emphatique, plus dramatique, sans jamais empêcher l'humour, hein, mais dont le cadre dépasse celui des caractères des personnages. C'est compliqué. Mais je m'étais dit, Alexandre Astier, c'est un bon auteur, donc il va certainement trouver une manière de continuer l'histoire de ces personnages, mais avec un ton propre à un film. C'est-à-dire suivre ces caractères des personnages de Kaamelott pendant un épisode de 3 minutes, bon voilà, c'est réduit à leur personnalité, à leur caractère, on peut faire des sketchs avec. Ok, on passe à une histoire un peu plus ample, dans les livres 5 et 6 de la série. Ça commence à prendre un peu d'ampleur. Là, il y a une histoire qui commence à se développer, et c'est plus juste du chant contre chant ou des dialogues juste pour faire des vannes. Ok. Mais là, on passe à un film. Et le contexte est infiniment plus grave que dans le livre 5 et 6. Là, il n'y a rien qui va. Les chevaliers de l'ancienne table ronde sont en cavale, Guenièvre est prisonnière, le gouvernement de Lancelot comporte les plus pourris, les plus minables, Arthur est esclave, est très très loin du royaume de Bretagne. Donc rien ne va. Donc là, il faut redresser une situation, il faut sauver quelque chose. Sauf que c'est pas l'enjeu du premier volet, on va pas sauver Kaamelott en un film. Mais c'est quoi l'enjeu alors? Pour moi, l'enjeu, à la vue du film, ce que ça aurait vraiment dû être, c'était réintégrer. C'est même pas réintégrer, c'est que Arthur revienne dans ses pompes de chef et redevienne un chef. Et refasse son parcours de... Là, c'est pas le parcours du héros, c'est son reparcours, entre guillemets, puisqu'il doit redevenir un héros. Donc c'est d'autant plus compliqué à écrire. Sauf que, entre tout ce que je viens de citer, qui sont des difficultés quand tu veux écrire un film, là, on récupère une histoire, c'est le parcours du héros, mais une deuxième fois, c'est un deuxième parcours. Et tout ça, c'est plombé par la volonté de retrouver les mêmes personnages, qui n'ont pas du tout changé en 10 ans qui se sont écoulés entre la fin de la série et le film. On récupère, c'est les mêmes caractères. Je sais pas, Perceval et Caradoc, c'est le même humour, c'est le même... Arthur, il est passé par un suicide et une renaissance, et il est pareil qu'au début de la série, il est bougon, il est réticent du début à la fin, systématiquement, et même quand il a ce déclic dont je parlais tout à l'heure, et qui va un peu sur le chemin de la résistance avec les autres, même là, il est bougon, et... ça m'énerve. J'arrive pas à rentrer dedans. Pareil, c'est une succession de scènes, une succession de sketchs même parfois, et c'est aléatoire. Il y en a qui sont
Il y en a qui sont drôles. Tout ce running gag de l'attaque des Burgondes foirés et du gouvernement du roi Lot, du jurisconsulte qui assiste à ça depuis les tours de... Enfin, depuis Camelot, ça arrive à un intervalle régulier, et ça c'est très drôle. Et évidemment, les dialogues, une fois sur deux, sont très drôles. Je me suis marré pendant le film. J'ai pas dit que c'était nul du début à la fin, évidemment, je me suis marré. Parce que le film foisonne de dialogues rigolos et de personnages bien interprétés et comiques, voilà. Donc c'est pas nul, c'est pas que c'est pas drôle. Mais pour tous ces moments pas drôles, il y a des moments de lourdeur. Si déjà je pouvais assimiler ça à de la lourdeur dans la série, mais alors là, dans un film, ça marche pas. On n'écrit pas un film de la même manière qu'on écrit une série. Une série qui a d'ailleurs commencé en format court, c'est pas du tout la même chose. Je dis pas que ça aurait dû être plombant, déprimant, dramatique du début à la fin, c'est pas censé être un drama. Mais là, écrire ce film Camelot premier volet, c'était l'occasion de faire un film de quasi-héroïque fantasy, mais un peu plus léger dans le ton. Sauf que c'est compliqué, parce que la légèreté, faut pas non plus que ça plombe l'enjeu du film. Là, l'enjeu, il est flou, puisque le personnage d'Arthur en lui-même, il est flou. Mais alors, ça laisse aucune place à ça laisse aucune place à la noblesse. Il y a une scène, moi, que j'ai trouvée vraiment forte, et qui développait le personnage d'Arthur, pour rien dévoiler à ceux qui l'ont pas vu. Mais la scène à la tour, il y en a deux. C'est la deuxième, la scène de nuit. À la tour de nuit. Qui est une scène, je vais clairement dire ce que j'en pense, donc voilà, spoiler, attention, bouchez-vous les oreilles, s'il vous plaît. Mais quand il retourne à la tour avec Guenièvre, qu'il la réescalade, là, déjà au niveau du symbole, c'est extrêmement fort, puisqu'il réescalade la tour, il reconquiert Guenièvre une deuxième fois, et cette fois-ci de manière sincère, sans aucune vanne. Yes! Là, il se passe un truc. Toujours avec la bande-son qui est magnifique du début à la fin, ça c'est un point fort indéniable du film, la bande-son est sublime du début à la fin, très bien composée. Comme quoi, il sait pas que bien écrire, il sait aussi écrire très bien de la musique. Mais là, je trouve que l'écriture de la musique était plus pertinente et plus prenante que l'écriture des personnages. Donc c'est une scène forte. Et tout le reste du film est bien mis en image. Au niveau du symbolisme, bof, puisque le discours du film est est très flou, et pas poussé vraiment au fond des choses. Mais c'est très bien mis en image, c'est très bien filmé, c'est pas la même façon de cadrer. J'avais très peur de retrouver des scènes vraiment typiques de la série, genre des personnages autour d'une table qui discutent en bouffant, etc. Bon, il y en a un peu, mais à chaque fois c'est relativement justifié. On voit Arthur avec le duc d'Aquitaine autour d'une tablée. Là, clairement, d'accord, il était sous la neige, ils étaient sous la neige pendant, ils ont fait un périple de plusieurs jours, donc quand ils arrivent et qu'ils retrouvent le duc d'Aquitaine, c'est une sorte de célébration. Déjà, lui, il faut qu'il reprenne des forces. Donc ils discutent autour de victuailles. Ça passe. Pareil, quand Arthur a retiré l'épée, spoiler, ce qu'on voit clairement dans la bande-annonce, d'ailleurs, je trouve ça extrêmement con. On le voit devant le rocher, et puis dans la bande-annonce, je parle, et puis on le voit plus tard dans la bande-annonce en train de se battre à l'épée avec Excalibur, donc merci de spoiler ça. Vraiment, c'était du génie. Mais donc bref, une fois qu'il a retiré l'épée, on le voit faire la fête avec les Burgondes, avec Léo Dagan, donc voilà. Là au moins, c'est justifié, c'est pas juste pour refaire comme dans la série. Les costumes sont sublimes. Là, il y a vraiment beaucoup de diversité, il y a... Moi, je demande qu'à y rentrer dans l'univers, mais ça, c'est des choses qu'on avait vues déjà dans les bandes annonces et les teasers, et on voyait bien que visuellement, c'était chiadé, même au niveau du contraste des couleurs, c'est toujours très lisible. Donc visuellement, on rentre dedans. La mise en scène est incitative. Mais en termes de récit, moi je suis bloqué. Je comprends pas la fin du film. Pourquoi est-ce qu'à la fin, il refait un refus d'obstacle et grosso modo, pour ceux qui ont vu le film, la fin du film, c'est exactement comme la fin de la série. Spoiler, il se resuicide. On est d'accord.
Il prend la décision de rester sur la table, il se débarrasse d'Excalibur, et c'est tout. Il abandonne. Il n'a pas tué... comment il s'appelle ce con? Lancelot. Il tue pas Lancelot. Pourquoi? On ne sait pas. On le voit lever l'épée. Et au moment où il lève l'épée, il réfléchit. C'est bien le moment de réfléchir, parce que Lancelot, c'est clairement pas un chevalier capable de se battre, et la forteresse n'est pas du tout en train de s'effondrer. Mais bref, il lève l'épée, flashback. Pourquoi maintenant un flashback? Et après le flashback, il décide d'abaisser l'épée. Sachant que dans le flashback, on le voit faire le même mouvement et tuer quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il ne tue pas Lancelot? Parce que c'est pas un tueur? Bah, la scène nous a montré juste avant que c'était un tueur. Alors peut-être pour nous montrer qu'il a fait l'erreur de tuer, mais pas une deuxième fois. Sauf que, clairement, il a tué dans ce flashback où c'était un gosse. Là, il ne tue pas pour une autre raison. Donc, même s'il y a une concordance de mouvement et de volonté de tuer, qui le fait réfléchir, d'un côté, il tue pour de mauvaises raisons, et de l'autre, il ne tue pas parce qu'on ne sait pas pourquoi. Il parle même pas, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de... Même si le mouvement est similaire et qu'il est question de tuer ou de pas tuer, ça fit pas. Surtout s'il décide de se suicider après. C'est-à-dire quoi, il l'a pas tué, il regrette, alors il veut plus, il arrête. Mais rassurez-vous, il est pas mort à la fin du film. Pourquoi il est pas mort? Parce que pendant que la forteresse était vraiment sur les dernières ruines en train de s'effondrer, il y a des personnages qui viennent le voir, qui le retrouvent là et qui lui disent bah alors qu'est-ce que vous faites là? Et lui qui fait quoi, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille. Ouais mais la forteresse va s'effondrer. Et Arthur, développement sublime de personnage à la fin du film, la conclusion de son arc narratif. Oh putain, bon allez on se casse, allez venez, restez pas là. Cette réticence systématique, là il est réticent à quelque chose que lui-même voulait faire. Aïe 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 aïe. Donc le film n'a pas d'enjeu, le film n'a pas de panache, le film n'a pas de... C'est couillon, hein. J'espérais vraiment que Castier allait dépasser la série, allait faire du cinéma. Avec une narration qui change, qui est différente, avec des personnages qui sont dans un autre cadre, dans d'autres lieux, dans d'autres... Et j'arrive pas. J'arrive pas du tout. Je pourrais en parler encore plus en détail, mais bon là je sens que j'ai quand même pas mal développé, principalement en rageant sur ce qui allait pas, mais encore une fois je le répète, hein, c'est pas bardé de défauts, mais c'est juste que moi j'arrive pas à rentrer dans l'histoire et je peux pas éprouver de réelles tensions. Il y a un moment dans le film où j'ai vraiment ressenti de l'urgence, pendant la scène finale, pendant la scène de bataille finale, il y a un personnage, est-ce que ça vaut le coup de dire lequel? Bon, je le dis, Caradoc. Il y a un moment donné où Caradoc est au milieu des rouages du plan de bataille de fin, il y a tout un truc, il développe tout un plan, et ce moment où Caradoc commence à douter de est-ce qu'il faut lancer l'attaque ou pas, là il y a eu un vrai moment de tension pour moi. Parce que certes, le personnage était le même, donc débile, sauf que là, le fait qu'il soit débile et très buté sur sa décision d'agir ou de pas agir, était en train de mettre en péril un plan qui dépassait complètement le caractère de son personnage. Donc là, ça marche. Là, il y avait un vrai moment, ça a fonctionné sur moi. Je regardais la scène, j'ai dit non, oh putain, non. Mais c'était pas genre, oh putain, c'est saoulant. Non, c'est vraiment, oh, non, fais pas le con. Là, ça marche. Mais il y a des scènes qui traînent en longueur. Pareil, dans la continuité de ce genre de scène qui me donne l'impression de suivre une succession de scènes, de sketchs. Quand Arthur va retirer l'épée, va sur le rocher pour retirer l'épée,
Bon, ok, on débarque dans un lieu, sauf qu'évidemment, on peut pas accéder à l'épée. Donc on le voit devant un obstacle. Et putain, comment ils doivent braver cet obstacle? En gros, l'épée est gardée. Il y a eu tout un truc, le rocher avec Excalibur, c'est devenu une sorte de monument. Une sorte de monument touristique avec des étables qui vendent des achetez figurine Arthur, achetez figurine Lancelot, je sais plus quoi. Donc ça c'est un peu rigolo, ce contexte est déjà un peu drôle. Mais l'épée est gardée, il y a une équipe de sécurité. Pour ceux qui ont vu le film, comment ils sont censés passer cette étape de sécurité? Comment ils le font dans le film? La scène du jeu. Là, cette scène, j'ai lâché. Autant il y avait quelques moments de longueur, je les ai laissés passer en attendant la suite, mais là, je sentais la scène se préparer, ça commençait à monter, je me suis dit non, ils vont pas faire ça, non, non. Et là, la scène commence, la scène du jeu. Et je fais putain. La scène, le jeu avait pas encore commencé, j'ai fait putain. Vraiment. Pour moi, ça résume vraiment cette scène, ça résume tout le problème du film. L'envergure et l'enjeu dramatique, enfin l'enjeu à la dramaturgie du parcours d'Arthur et du destin du royaume de l'ogre, c'est ralenti par du sketch, du court terme et de la private joke. Parce que cette scène, elle n'est pas sans évoquer les innombrables jeux à la con que Personnel. Yes! Personnage de Perceval. Que Perceval expliquait dans certains épisodes de Kaamelott. Donc pas trop de private joke, j'en attendais plus, mais il y en a quand même, et ça pour moi c'est chiant. Mais bon, on en revient au dilemme dont je parlais un peu tout à l'heure. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer une série en film, sachant qu'on ne peut pas aller voir le film si on n'a pas vu la série, mais en même temps, la dramaturgie d'un film, la narration d'un film, c'est pas la même que celle d'une série. Donc je m'étais dit, j'espère qu'il va pas faire un film simplement pour ceux qui ont aimé la série. Mais il y a une différence entre faire un film pour ceux qui ont vu la série et faire un film pour ceux qui ont aimé la série. Parce qu'il y a des tas de trucs qui font private joke. Il y a même des private jokes directs, et ça c'est le truc que je déteste le plus. Il y a des trucs qui peuvent évoquer des choses, et il y en a qui font des références directes à des répliques. Burgonde qui s'exclame pour la première fois qu'on le voit « Qu'est-ce que ça dit, que ceci ?» Non! Non! Parce que quelqu'un qui se rappelle pas de ce détail, bon déjà il a un problème de mémoire, parce que c'est quand même un truc marquant de la série, du personnage comique, du personnage, pardon, mais non, je m'en fous. Le roi Burgonde, j'ai pas envie de le voir dire « Qu'est-ce que ça y est, que ceci ?» J'ai envie qu'il ait un rôle dans l'histoire, sans rien enlever au comique de son personnage. Si on veut garder le roi Burgonde comme un personnage comique, why not? Mais c'est superficiel. Et je rentre pas dans l'histoire. Parce que Arthur ne veut lui-même pas rentrer dedans. Voilà. Enfin non, j'ai pas fermé l'idée de le revoir. Parce que, au milieu de toutes ces private jokes et de ces problèmes d'écriture, il y a quand même des scènes rigolotes. Donc c'est drôle. La plupart des dialogues sont drôles. Les retrouvailles avec certains personnages sont satisfaisantes. Et puis ne serait-ce que pour le premier quart d'heure du film, la scène d'exposition pour moi est vraiment nickel à tout point de vue. Cinématographiquement il se passe quelque chose, c'est drôle quand ça doit l'être, on retrouve des personnages qu'on connaissait pas, des nouveaux personnages, mais qui nous réintègrent correctement à l'histoire, avec des dialogues bien écrits et suffisamment concis, enfin bref, on retrouve l'univers en étant complètement ailleurs, dans des décors qu'on n'avait jamais vus, des personnages qu'on n'avait jamais vus, mais là il se passe un truc. Mais je pensais, avant de voir le film, je savais que ce serait casse-gueule de faire un film avec autant de contraintes. Et ouais, pour moi c'est pas réussi. Ça aurait pu être mieux. Mais pour ça, il fallait que Astier rende son personnage un peu plus
un peu moins réticent. Mais bon, après, je suis pas cinéaste. Pas encore. Parce que c'est des choses auxquelles j'aspire malgré tout. Hein. Je suis acteur, mais j'aimerais aussi développer des histoires et tout. C'est pour ça que je m'inspire beaucoup, et c'est pour ça que j'étudie, que j'essaie d'analyser en étant super objectif sur ce que je vois, et super analytique, pour voir ce que j'ai envie de faire ou pas. Après, là, ce que j'évoque depuis tout à l'heure, ce sont peut-être des réticences que moi j'ai, et qui sont pas qui sont pas des façons que moi j'aurais de raconter mes histoires ou mes films si un jour j'en fais. Mais ça aurait clairement pu être mieux. Voilà. Allez, on se retrouvera peut-être à Kaamelott deuxième volet, hein, ou peut-être même avant. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de refaire des vlogs de films. J'ai commencé à en faire il y a pas mal de temps. Ils sont perdus au fin fond de ma chaîne, mais même moi je les regarde jamais parce que je trouve que c'est pas réussi du tout. Donc j'ai clairement envie de la cinéphilie au milieu de la musique qui fait partie intégrante de ma vie, et du théâtre. Et le cinéma c'est une immense passion pour moi, une passion ancestrale. Et donc voilà, je suis de plus en plus critique quand je regarde des films. Et surtout, j'essaie d'avoir un esprit analytique. Je me pose pas des questions de ouf quand je regarde le film, mais à la fin, j'essaie d'être clair sur ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti ça, pourquoi? J'ai adoré, pourquoi? J'ai adoré. J'ai pas aimé, pourquoi j'ai pas aimé? Tac, 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 tac. Ça, c'est des choses que je fais après, pas pendant, parce qu'il faut se laisser embarquer par le film, c'est important. Mais on se pose les bonnes questions. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Peut-être que j'en referai d'autres, ça dépend de comment celui-là est reçu, ça dépend si j'ai envie d'en faire. Certainement, j'irai voir Kaamelott second volet, et puis j'en referai peut-être un vlog, pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé avec cette suite. Dans un autre décor, peut-être, parce que là, qui dit film d'ampleur, dit décor d'ampleur. Hein. Là, c'est vraiment... là c'est tout con, un poster, une guitare, qu'est-ce qu'on fout avec ça? Et merci d'avoir assisté à ce vlog, et on se retrouvera très bientôt, peut-être pour d'autres vlogs, ou pour d'autres choses, évidemment, il n'y a pas que les vlogs dans la vie. Allez, salut!